no obligation to make sense to any of us. What we've learned is that the universe is what we measure it to be, not what we want it to be, not what feels good, not what only has to make sense to our five senses. L'univers est grand, très grand. Intéressons-nous à quelques distances pour s'en rendre compte. Restons tout d'abord sur Terre, en France plus précisément. La distance Paris-Monaco, environ 1000 km. Éloignons-nous maintenant un petit peu. Un aller simple pour Canberra, environ 17 000 km. Prenons désormais un peu de hauteur et intéressons-nous à la distance Terre-Lune. Celle-ci est de 384 400 km. La distance Terre-Soleil s'élève quant à elle à près de 150 millions de kilomètres. L'étoile qui nous est la plus proche se nomme Proxima du Centaure, mais elle se trouve à plus de 5 700 millions de kilomètres de notre Terre. En parlant de la galaxie, la nôtre, la Voie lactée, comprend entre 150 et 250 milliards d'étoiles. Et son diamètre est d'environ 100 000 années-lumière, autrement dit environ 1 trillion de kilomètres. L'univers est donc très grand. Il serait alors ridicule de penser que nous, simples humains, en soyons le centre. Et c'est une grande démarche de l'humanité de se rendre compte que finalement, la Terre n'est pas au centre de l'univers, la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil est une étoile quelconque qui est quelque part dans une galaxie quelconque. On sait aujourd'hui qu'il y a des milliards de galaxies. Mais aujourd'hui encore, on a tendance instinctivement à penser qu'on est au centre de l'univers. D'ailleurs, Carl Sagan faisait remarquer à l'époque où il faisait des exposés des années 90 que dans notre langage personnel, on dit que le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En réalité, ce n'est pas le Soleil qui se lève et qui se couche, c'est la Terre qui tourne. Mais on est encore tendance à penser que nous, on est fixe au centre de l'univers et c'est le Soleil qui se lève et qui se couche comme les étoiles. C'est instinctif en nous, hein, et pourtant, on n'est vraiment pas au centre de l'univers, on est une parcelle quelque part perdue dans l'univers. If you say that the Earth is going around the sun and the sun, is all our light and heat, very important to us, but it's 1 meter away, then Pluto, which has been downgraded, they don't think of Pluto as a planet, but it's out there, it will be 40 meters away. But the nearest star would be 400 or 500 kilometers away. So you think, I could walk to Pluto and it's just 30, 40 meters to Neptune or Pluto. Oh my goodness, you want me to walk to Newcastle? Well, that's where the nearest star is. Le spatial est le fruit de fulgurantes avancées technologiques, essentiellement perçues pendant le XXe siècle. Bien que l'espace ait toujours fasciné les hommes, c'est bel et bien pendant le XXe siècle que tout s'accélère. L'imposante guerre froide opposant les deux géants en a été l'élément déclencheur, au travers d'une folle course aux étoiles. D'autant plus que d'impressionnantes découvertes en astronomie accentuèrent cet esprit de compétition pour l'exploration spatiale. By the 1930s, we knew that we lived in a much bigger universe, not just our galaxy, but other galaxies. And by 1964, they discovered something called the Big Bang radiation, the cosmic microwave. So we realized that the Big Bang theory is more or less accurate, and it describes that the universe isn't just expanding, it's expanding from a single point in time where time and space was invented. Go back 13.8 billion years ago, and they started off in a single point. Ce contexte particulier a permis l'envoi d'humains dans l'espace ainsi que sur la Lune. Une période ponctuée d'exploits technologiques qui ne cessait d'animer cette guerre d'idéologie. Les États-Unis ayant gagné la course à l'espace, les budgets consacrés au domaine spatial se sont amoindris. Néanmoins, l'exploration spatiale continue d'avancer. Et récemment, il semblerait qu'une nouvelle compétition entre deux puissances spatiales soit en cours. Because space is the world's newest warfighting domain. Amid grave threats to our national security, American superiority in space is absolutely vital. Alors, on a beaucoup parlé, historiquement, de la course à l'espace entre les Russes et les Américains. Mais aujourd'hui, y a-t-il un nouveau joueur dans ce jeu ? Et la Chine a réalisé d'importants progrès. En Chine, Le Chine. Et la Chine.
D'un côté les Américains, les grands vainqueurs de la course aux étoiles, mondialement respectés entre autres au vu de leur prouesse technologique, et de l'autre la Chine, grande puissance économique, pays le plus peuplé de la planète, et une envie pressante de se prouver internationalement dans le domaine du spatial. Cependant, l'opinion est partagée. D'un côté, des spécialistes qui voient cette situation comme une véritable course et voire confrontation entre les deux États. Là, entre la Chine et les États-Unis, on est aujourd'hui sur une vraie compétition forte. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la Chine avait été exclue volontairement par les Américains de la Station spatiale internationale, raison pour laquelle la Chine est en train de développer, maintenant devrait lancer dans pas très longtemps sa propre station spatiale. Et puis ça fait partie plus largement de la compétition entre les Américains et les Chinois sur Terre dans bien d'autres domaines que le spatial. Donc on est vraiment sur une compétition, on est sur une accélération de la compétition. Très récemment, ils viennent de tester, il vient d'arriver, je crois pas plus tard que ce matin, leur nouvelle capsule spatiale qui leur permet non pas seulement d'aller envoyer leurs astronautes en orbite terrestre, comme les Russes le font, les Américains, mais là, d'envisager des voyages plus lointains, qui sait peut-être des voyages vers l'orbite lunaire. Je pense qu'on aura des surprises et que la compétition va être assez impressionnante à suivre. Une nouvelle confrontation serait alors en train de s'établir. Deux mastodontes économiques qui se batailleraient l'espace afin d'asseoir encore plus leur pouvoir. Le spatial est-il vraiment en train de devenir à nouveau le terrain d'une confrontation entre puissants États ? C'est également la question que j'ai posée à Claude Lafleur. Non, pour plusieurs raisons, mais 2-3 raisons très simples. Le premier, c'est que le programme spatial chinois, malgré tout ce qu'on en dit, n'est pas plus avancé, ou les Chinois n'ont pas rien fait de plus que ce que les Américains et les Soviétiques avaient fait en 1972-73. J'entends souvent des reportages où on nous parle que la Chine est quasiment légale des États-Unis et peut faire aussi bien que les États-Unis. Ils sont 20, 30, 40 ans en retard. Les Chinois se préparent à lancer une station spatiale. Là, on en parle souvent, ça va être d'ici à peu près 2 ans. La station spatiale ne se compare pas à la station spatiale internationale qui orbite actuellement la Terre. Elle se compare aux stations spatiales Salyut que les Soviétiques ont lancées en 1971, 72, 73, 74, dans ce coin-là. Au Salyut 1 à 4, si les gens veulent vérifier. C'est beaucoup plus une technologie des années 70 qu'une technologie des années 2020. Mais les Chinois se servent de leur programme spatial pour faire de la propagande, pour dire, écoutez, on est aussi bon que les autres, on est du même calibre que les autres, ce qui n'est absolument pas le cas. D'une part, le matériel pour faire la course n'est pas là. Deuxièmement, l'envie n'est plus là. Les gens rêvent que l'histoire se répète, rêvent qu'on pourrait rester à une course à la Lune à l'époque d'Apollo, etc. Ce ne sera pas le cas. Les Américains ne s'engageront pas dans une course et les Chinois ne sont pas en mesure de mener une course. Donc, l'idée qu'on va assister bientôt à une course à la Lune entre les Américains et les Soviétiques, ça n'arrivera pas. Les technologies ne sont pas là, puis même le désir n'est pas là. Non, je crois qu'il faut voir la Lune. Aujourd'hui, en tout cas, principalement, un petit peu comme, on va dire, l'Antarctique. C'est-à-dire une zone qui n'est pas du tout hospitalière, évidemment, qui ne présente pas d'intérêt autre que scientifique, au moins à court terme, compte tenu des difficultés d'exploitation, mais qui, de par sa simple existence, va être un terrain de compétition, on n'espère pas de confrontation, entre les grandes puissances spatiales. Aujourd'hui, très nettement, c'est les États-Unis et la Chine. Le spatial ne serait alors pas un terrain de confrontation, mais plutôt un terrain de coopération et d'expérimentation scientifique dans le but d'en apprendre toujours plus sur l'incompréhensible. L'exploration spatiale est-elle nécessaire ? À l'échelle mondiale, ce sont près de 150 milliards de dollars chaque année qui sont dédiés à ce domaine. Après tout, l'espace ne devrait-il pas rester incompréhensible et garder cette part de mystère qui est à l'origine de notre création ? La question du financement est intéressante. Elle semble faire du bruit lorsque l'on amène au devant de la scène des questions qui relèvent de l'humain. En 2015, un rapport des Nations Unies estimait qu'il faudrait consacrer 267 milliards de dollars en plus par an jusqu'en 2030 pour éradiquer la faim dans le monde. Le budget consacré à l'espace pourrait donc représenter plus de la moitié de cette somme. Il serait alors intéressant de se demander à quoi sert l'espace concrètement, et s'il est judicieux de dépenser autant dans ce domaine. These things benefit humankind. Now, if we just sat on our butts and did nothing, yes, we could try and solve, using genetically modified food, how to feed 7.8 billion, or in the next 2 years, it's going to be 8 billion mouths. Dickens said the poor will always be with us. I mean, you might be able to solve problems with poverty, I don't know. But one of the ways of solving problems with poverty is to have satellites monitoring where to plant food. Fermer votre cellulaire pendant une journée de temps. C'est ça à quoi sert l'espace.
C'est-à-dire que l'espace, c'est des satellites de télécommunication qui permettent d'être en télécommunication, exactement ce qu'on fait vous et moi actuellement. Ce sont des satellites qui permettent de recueillir de l'information, de la météorologie que vous voyez à votre télévision. Ce sont des satellites qui permettent de communiquer les uns avec les autres. Ce sont aussi des satellites qui permettent de faire le point, les fameux systèmes GPS, etc. Si vous voulez savoir à quoi sert l'espace, fermez votre cellulaire pendant 24 heures, c'est ça à quoi sert l'espace. Mais j'arrive à dire qu'on dépense à peu près quelque chose comme entre 100 et 200 milliards de dollars par année dans le domaine spatial. Disons 150 milliards pour faire une moyenne. C'est à peu près le bon chiffre. Là. Ça vous donne une idée, on dépense chaque année pour l'espace commercial, scientifique, militaire et autres, toutes les dépenses. Côté militaire, selon l'Institut international pour la paix de Stockholm, il se dépense chaque année 1700 milliards de dollars en dépenses militaires à travers le monde. Moi, ma prétention, c'est de dire, si on prenait 1/10 de cet argent-là, OK, on aurait plus d'argent pour faire des activités autres que militaires que si on coupait tous les budgets spatiaux, qui sont pourtant très utiles, parce que si on se parle, vous et moi, puis si on sait ce qui se passe au niveau météorologique, etc., c'est grâce à l'espace. Donc, l'idée de dire on devrait annihiler les budgets spatiaux, parce que de toute façon, c'est du gaspillage, puis que par ailleurs, on dépense entre 10 et 15 fois plus d'argent pour les activités militaires, il me semble que moi, ça saute aux yeux de dire, je comprends que les activités militaires peuvent avoir un certain rôle, il faut se protéger entre États, il faut se surveiller, etc. Mais si on en coupait juste 1/10, on aurait plus d'argent qu'on pourrait consacrer à la santé, à l'environnement, à l'éducation, etc., que si on coupait tous les budgets spatiaux à l'échelle de la planète. C'est ça ma comparaison. Je donne toujours l'exemple de les Américains ont dépensé 20 milliards de dollars pour aller sur la Lune dans les années 60. OK? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont dépensé 150 milliards pour faire la guerre au Vietnam. Est-ce qu'il valait mieux faire 150 milliards pour faire la guerre au Vietnam ou 20 milliards pour aller sur la Lune? Aujourd'hui, il serait utile de s'intéresser à ce qui semble avoir remodelé la structure de l'exploration spatiale. Le domaine du spatial a récemment pris un tournant en ce qui concerne ses acteurs. Le privé, notamment incarné par Musk, Bezos ou Branson, semble avoir une place prédominante lorsque l'on parle de l'espace. Le tourisme spatial, la conquête de Mars, sont des sujets qui font débat mais qui sont au cœur des ambitions de ces acteurs. Toutes ces nouvelles préoccupations autour d'acteurs privés constituent la carapace de ce que l'on appelle plus communément le New Space. Le New Space par rapport à avant, c'est avant tout les changements de rôle des acteurs privés dans le spatial. Les acteurs privés ont toujours été dans le spatial, notamment en Occident, même par la guerre froide, etc., dans le sens où c'était bien les entreprises qui construisaient les fusées, ça c'est pas nouveau. La grande nouveauté, c'est que plutôt que d'être un simple exécutant payé au contrat, sans vraiment de rôle dans le design, etc., ou dans les objectifs, le privé maintenant prend beaucoup plus la lumière, a plus de liberté, et donc prend un rôle important dans le spatial. Donc je crois que c'est vraiment ça qui caractérise le New Space. Cependant, ces milliardaires aux ambitions folles sont-ils réellement en train de prendre le contrôle du spatial? La réponse est non. Le spatial reste encore très largement contrôlé par les États. Et d'ailleurs, il y a des résultats concrets. On peut penser là, bien sûr à SpaceX, le développement de technologies de réutilisabilité, etc., des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Et puis globalement, une baisse des coûts de lancement, de l'innovation technologique en matière de satellites. Donc ça se traduit par des choses très tangibles. Pour autant, et souvent on souligne ça en France, on n'a pas tort. Ça ne veut pas dire que l'espace est du privé. On peut prendre l'exemple, si vous voulez, parce que l'exemple le plus célèbre, c'est SpaceX de Elon Musk, si vous voulez qu'on en parle. Aujourd'hui, les gens sont en admiration avec les fusées Falcon 9 mises au point par SpaceX. Et c'est vrai que quand on regarde un lancement de Falcon 9, c'est absolument spectaculaire. Entre autres, ils récupèrent les étages de fusée qu'ils réutilisent, tout ça. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que SpaceX est né au début des années 2000. Ils avaient au départ développé la fusée Falcon 1, qui devait être une petite fusée qui allait révolutionner le domaine spatial. Sauf que ça a été un échec à la fois technologique et commercial total. À la fin des années 2000, la compagnie est sur le point de faire faillite. La NASA arrive en disant, écoutez, on va vous engager pour que vous mettiez au point une fusée et des vaisseaux pour ravitailler la Station spatiale internationale, les vaisseaux Dragon, et donc avec des fusées Falcon 9. Et là, donc la NASA est littéralement venue sauver SpaceX, qui a mis au point effectivement la fusée Falcon 9, qui est une excellente fusée, et les vaisseaux Dragon, qui
qui ravitaille la station spatiale, qui apporte du cargo. Et là, dans un deuxième temps, la NASA dit, écoutez, vous pourriez transformer vos capsules Dragon pour transporter des astronautes. Donc, on va vous donner des milliards de dollars pour que vous convertissiez, vous développez un vaisseau habité qui s'appelle le Crew Dragon, qui va voler d'ailleurs normalement à la fin du mois de mai. Et donc, là, SpaceX a mis au point, je pense, un vaisseau fort intéressant, mais avec l'argent du gouvernement, avec les moyens du gouvernement. Si le gouvernement n'avait pas été là, si la NASA n'avait pas été là, SpaceX n'existerait plus. Et ça prend toujours le support du public, c'est-à-dire du gouvernement. Pour moi, c'est la représentation de c'est quoi le New Space, à la fois les qualités et les défauts du New Space. L'univers nous reste encore très largement incompréhensible. Le Dr Magnon m'a fait part des recherches futures sur la matière noire et l'énergie noire, problématiques auxquelles l'astronomie doit se confronter pour comprendre un peu plus ce qui nous entoure. Le spatial a toujours été un domaine d'incompréhension, mais au XXe siècle, les hommes se sont surpassés. Une très forte compétition a permis la découverte plus en détail de notre système solaire, avec entre autres les premiers pas sur la Lune, mais aussi l'élaboration de l'ISS, le fruit d'une grande coopération internationale. De nos jours, le spatial semble faire débat. Les États-Unis et la Chine font beaucoup parler, mais y a-t-il réellement une compétition entre les deux? Et le New Space alors? De nombreux acteurs privés se sont engagés aux côtés des gouvernements pour le futur de l'exploration spatiale. Cette relation semble aussi divisée. Les projets exceptionnels visés par des milliardaires vont-ils voir le jour? Ainsi, l'espace reste un domaine fascinant et nous permet entre autres d'observer avec plus de connaissances notre galaxie et communiquer d'un bout à l'autre de la planète grâce aux satellites. Les relations internationales concernant l'espace sont aussi des sujets qu'il serait intéressant à étudier dans les années à venir. And if you've got that imagination and you can fly through our galaxy, go to other galaxies, think about the universe starting off infinitely small, infinitely hot in a big bang, and then why do we have life? These are the ultimate questions. And I think that's what astronomy allows you to do. You're allowed to just expand your mind to the whole universe. And what will happen in the end to the universe? Is it going to go on forever? I mean, this is the most marvelous thing for the human brain to occupy its thoughts on.